Bonsoir madame, bonsoir monsieur, merci de nous choisir pour votre début de soirée. Déjà qualifié pour les huitièmes de finale avant le choc de la troisième journée avec l'Algérie, les éléphants de Côte d'Ivoire ont brillé hier sur les terres de Japoma au Cameroun. Avec la manière, Serge Aurier et ses coéquipiers ont malmené le champion d'Afrique en titre, le Bhoutan, hors de la compétition avec 3 coups de trompe. Les Ivoiriens ont largement dominé l'Algérie 3-1 avec la Côte d'Ivoire, des cracks du continent tels le Nigeria, le Cameroun, le Maroc ou encore le Sénégal continuent la route. En revanche, des cadors tels le Ghana, 4 fois champion d'Afrique, et l'Algérie, tenant du titre, ont mordu la poussière. Nous nous retrouvons pour faire ensemble le bilan du premier tour de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. En plateau, je suis avec Serge Dakouri, bonsoir. Bonsoir Ange, mesdames, messieurs, bonsoir. Bonsoir Morou Bané. Bonsoir Ange Assoukoro. Mon compagnon de l'aventure Cannes Festival à Douala au Cameroun, nous aurons Rach Nguessan Kouassi. Serge, quels sont vos faits marquants après le premier tour? Eh bien, d'abord, il faut noter que ce premier tour est ponctué par 36 matchs. 36 matchs pendant lesquels il y a eu 68 buts marqués. La moyenne est de 1,88 buts par match. C'est déjà ce premier bilan qu'il faut d'abord situer, puisque 36 matchs disputés, 68 buts marqués, ça fait une moyenne de 1,88 de buts par match. Ça veut dire que nous ne sommes pas loin de 2 buts par match. C'est dire que les attaques ont quand même un peu pris le pas sur les défenses. Quand vous avez une moyenne qui dépasse 1,50, ça veut dire qu'au niveau défensif, eh bien, on a eu des attaquants assez prolifiques. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième élément, c'est que la plupart des cadors annoncés dans les poules A, B, C, D et E et F, que ce soit le Cameroun, le Sénégal, le Maroc, le Nigeria, l'Algérie, eh bien, ont commencé timidement la compétition. Remarquez que le Cameroun a gagné petitement 2-1 grâce à 2 pénaltys en premier match. Ensuite, on a vu un Sénégal difficilement qui s'est imposé dans les derniers instants grâce à un pénalty pour Sadio Mané. Le Maroc, opposé au Ghana, à la 88e minute, Sofiane Boufal sort le Maroc d'un match nul. Et donc, je veux dire que, malheureusement, dans le premier match de cette aventure, la plupart des cadors les matchs ont commencé difficilement. C'est au bout du deuxième match qu'on a vu des scores un peu plus fleuves, avec le Cameroun qui gagne 4-1, le Maroc qui gagne son deuxième match 2-0. Donc, je veux dire que la compétition a été timide, poussive dès le début, et les équipes ont retrouvé leur rythme de croisière à partir des deuxièmes matchs. Et puis, comme troisième élément, c'est la sensation. Des petites équipes comme les Comores se sont signalées de fort belle manière en faisant tomber des équipes qui sont plus huppées. Le Ghana, 1963, 65, 78 et 82, 4 fois champion d'Afrique, qui sort au premier tour. Et la grosse surprise du chef, c'est la grosse sensation. Après 35 matchs d'invincibilité, les Fennecs d'Algérie ont chuté face à un supposé petit poussé, la Guinée équatoriale, avec ses défaites 1-0. Donc voilà un peu les faits marquants qui ont pour moi marqué ce premier tour du côté de ce Cameroun 2021, avec donc bien entendu cette période des huitièmes de finale qui vont s'ouvrir à partir de dimanche. Morou, vos temps forts? Disons que les temps forts de cette première manche, je dirais simplement que toute l'Afrique et disons le monde entier a été totalement choqué par le fait que l'Algérie soit sortie. Mais cela n'est pas une surprise dans la mesure où la plupart du temps, le champion en titre, il lui est difficile de récidiver. L'Algérie est tombée de plein pied et il faut savoir que l'Algérie, au cours de cette phase de poule, n'a eu seulement qu'à marquer un seul but. Et j'avoue que pour un champion en titre, c'est vraiment peu. L'envie était très très difficile à transposer de 2019 à 2022. À côté de cela, vous avez 2 petits poussés qui apprenaient la CAN, la Mauritanie d'un côté qui n'a marqué aucun but, et vous avez les Comores qui ont réussi à faire tomber le Grand Ghana. Le Grand Ghana, ce n'est pas une équipe n'importe quoi, mais j'avoue que les Comoriens sont arrivés à faire valser, à faire tomber, à faire chuter le Ghana. Je pense que c'est quand même quelque chose à prendre en compte. Et aussi, au niveau de la Côte d'Ivoire, il faut dire que les éléphants sont allés crescendo progressivement. On a eu à les décrire lors du deuxième match. Et tout ça, Serge l'a dit, c'était, disons, un début poussif pour toutes les équipes, ce qui s'explique par le fait qu'il n'y avait pas eu d'entraînement, problème de Covid, non-libération, problème de Covid,
matchs amicaux, libération tardive des joueurs, la plupart qui jouent dans le club européen. Donc, ils se cherchaient. Et donc, à partir du deuxième match, je pense qu'il y a eu la carburation. La Côte d'Ivoire, on l'a vu hier, les joueurs se sont réconciliés avec leurs supporters en menant avec panache devant cette équipe. Mais ce qu'il faut déjà dire, c'est que parmi les 8 qui vont à la maison, il y a au moins 3 qui étaient détenteurs de cette CAN. D'accord, on reviendra largement dans le détail sur ces faits marquants de ce premier tour de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Avec l'un de nos envoyés spéciaux au Cameroun, voici le film du premier tour du site CAN 2021. Bonsoir, Racine Nguessan-Kwasi. Comme un arbre gardant ses racines intactes, la CAN 2021, prévue et organisée en 2022 au Cameroun, aura été comme le dit arbre, menacé de report, et avec l'appui du lobby du football européen, la CAN a résisté. Ce 9 janvier, au moment où le feu d'artifice illumine Yaoundé, la capitale politique du Cameroun, les Africains se sont dit « ça y est, notre fête a bel et bien lieu ». En présence, aux côtés du chef de l'État camerounais, du président du Comore, dont c'était la première participation en phase finale de la Coupe d'Afrique, des chefs de gouvernement et des ministres représentant les 24 pays, dont celui de la Côte d'Ivoire, qui revient ici justement sur les temps forts de cette cérémonie et les leçons à retenir. M. Danho Paulin Claude, ministre ivoirien en charge du sport. L'impression que j'ai, c'est que l'Afrique est résiliente. Face à la pandémie de la maladie à coronavirus, face à toutes les incertitudes, vous l'avez vu, le président Motsepe l'a dit, l'Afrique est capable de relever les défis et elle vient de relever un grand défi, celui de la compétition de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun en 2021. Jeudi 12 janvier, premier match des éléphants de Côte d'Ivoire. Beaucoup s'interrogent sur la force réelle d'une sélection qui aura connu une perturbation au niveau de sa préparation à Guéda, compte tenu de la Covid. Patrick Baumel a dû travailler avec 6 joueurs à Guéda. Les éléphants arrivent à Douala, leur base 5 jours avant leur entrée en scène. L'inquiétude des uns et des autres est donc justifiée. Mais il faut garder espoir, dit Mme Dao Gabala de Konofif. La sérénité de mise, les garçons sont très forts, ils trépignent d'impatience. Ils sont conscients qu'ils ont un drapeau à défendre. Ils sont conscients que leur avenir aussi est en jeu. Beaucoup ont dit, vous savez, on a eu mal de ne pas être qualifiés pour le mondial. Nous avons une revanche à prendre. Ils vous l'ont dit? Oui, ils sont vraiment dans un esprit de combativité. Adversaire choisi ce 12 janvier, la Guinée équatoriale, trouffée de Brésiliens naturalisés. Lorsqu'on n'est pas en forme physiquement, on part au plus pressé comme un boxeur. 5 minutes, on suffit. Pour Mas Gradel, d'une frappe en plein visage du ballon, pour inscrire l'unique but de cette rencontre inaugurale de la poule E. Mais que c'était haché, l'ordonnancement du jeu ivoirien. 3 points, c'est l'essentiel, me direz-vous. Seri Michael, élu homme du match, à notre micro. C'est un réel plaisir. Il n'y a pas de récompense individuelle, personnelle, sans le collectif. Donc, c'est une grande joie pour un début de compétition très relevé. Bravo à l'équipe. Quand on est footballeur, on aspire à faire de grands matchs. Je ne suis pas du tout surpris de ma performance, mais il y a beaucoup de joueurs qui méritaient aussi d'être meilleurs, de gagner ce trophée. Si ça a été décidé autrement, je le prends avec beaucoup de joie et je vais essayer de continuer sur cette lancée. Les premières surprises de cette CAN qui ouvre à peine ses portes. Le Nigeria fait fort devant l'Égypte. Mo Salah, l'homme de lui-même, n'a pu assurer. Autre surprise, l'Algérie championne en titre, coincée face à la Sierra Leone, le petit poussé perturbateur. Les favoris attendus à ce rendez-vous peinent dès l'entame de la CAN, mal préparés certainement, chez la plupart des sélections qualifiées, notamment celles qui ont en leur sein des joueurs
évoluer en Europe. 4 jours plus tard, nous sommes un lundi, 16 janvier 2022. Les éléphants croisent le petit poussé en question, la Sierra Leone. Quel lundi! Les poulains de Baumel montent en puissance. Ils quadrillent bien le terrain. Le match est abouti. Quand patatras, tout chamboule. On est dans le temps additionnel. Les Ivoiriens mènent 2-1. Ils ont frappé plus d'une quinzaine de fois pour peu. Badra tente de sauver le corner. Il plonge, son genou gauche coince dans le gazon. Le gardien des éléphants invente là la badralesque. Il part presque en la renverse. Le ballon se transforme en une savonnette. Quelle offrande! La Sierra Leone n'en demandait pas mieux. Égalisation à 30 secondes seulement de la fin du match. Baumel a épuisé tous ses cartes. Plus de remplacement ne peut lui être autorisé. Voici Serge Aurier qui écrit sa belle histoire. Gardien de but en remplacement de Badra blessé. Il réalise l'exploit, puisque Aurier, le seul gardien au monde à avoir mis 30 secondes de temps sur un terrain sans avoir encaissé de but. Baumel, à la base des changements fantaisistes, changements à 5 joueurs, ne s'en explique pas à la fin du match. Au vu du match, forcément le vestiaire est silencieux, les têtes basses, parce que c'est 2 points perdus, je dirais. On va récupérer, puis on va continuer de bosser pour continuer notre marche en avant. La déception se lisait sur le visage des éléphants, très affectés par le résultat nul. Ils le seront davantage une fois à l'hôtel, en apprenant que Sangaré père, le père Badra, s'en est allé. Puis journée, puis soirée de lundi. Les éléphants, doublement frappés, sont sous le choc. Le téléphone crépite pendant ce temps. En bout de ligne, un homme peu ordinaire, le président de la République de Côte d'Ivoire, au lendemain de la sale soirée. Le président Ouattara échange d'abord avec Mme Dao Gabala avant de faire partager sa compassion aux joueurs attristés. Badra et Mas Gradel, qui a perdu son géniteur un peu plus tôt. Cet appel du président remet tout en ordre et ragaillardit ces garçons qui vont marcher certainement sur l'eau. 20 janvier 2022. Et revoici Côte d'Ivoire-Algérie. Un classique qui passionne l'Afrique. Moralité. Les éléphants, avec 4 points, gardent la tête du classement, pressés par les Équato-Guinéens, deuxième avec 3 points. L'Algérie, tenante du titre, ferme la marche pour un petit point au compteur. Ce match qui draine du monde, un match sur lequel souffrait le vent de la revanche 2019 à Suez, en Égypte, ces quarts de finale perdus. Les éléphants l'avaient encore en mémoire. Le match de but, les Algériens entendent marquer d'entrée pour faire douter les Ivoiriens. Peine perdue. Ce sont au contraire les éléphants, suite à un bon mouvement d'attaque doublé d'un retrait lumineux de Pépé, caissier d'un plat du pied gauche, ouvre le score. Les Fennecs sont cueillis à froid. Et un deuxième, d'une adresse chirurgicale enseignée dans les écoles de football, ce ballon de Saint-Jaurier, déposé pratiquement sur la tête de Sangaré. Le coup de boule est imparable. 40e minute, 2-0 en faveur des éléphants de Côte d'Ivoire. Enfin, un 3e, même un 4e, refusé par un arbitre complaisant venu de l'Afrique du Sud. L'Algérie, par Marès, manque un pénalty. L'image est frappante, comme la boule de Badra lors de la 2e journée. Le portier choisit un côté, Marès réussit le contre-pied parfait, mais l'Algérien touche du bois. Dans le spirituel, Marès a buté sur le père Sangaré, venu à la rescousse de son fils en difficulté. 3-1, score final. Les éléphants, avec la manière, ont réalisé quelque chose de fort et se qualifient. Les Fennecs abandonnent le trophée obtenu en 2019 à Douala et entrent à la maison la tête basse.
C'est Walid Hamdadou, journaliste algérien de DZ News TV. Bien sûr, les yeux étaient braqués sur l'Algérie parce que c'est le tenant du titre. Tout le monde attendait une Algérie très forte. Malheureusement, ce tournoi, on n'a pas bien géré. On n'a pas su le gérer dès le début, au match de Sierra Leone et au match de la Guinée. Aujourd'hui, c'était prévisible parce que la Côte d'Ivoire était plus à l'aise sur le plan mental. Elle a déjà assuré sa qualification. Par contre, l'Algérie était sous pression et elle courait derrière le score et derrière le résultat, ce qui a fait la différence. Mais je pense que c'est le bon moment pour Belmadi de tourner la page et de retenir la leçon pour bien préparer les éliminatoires de la Coupe du Monde, qui est une échéance plus importante parce que l'Algérie a besoin de figurer parmi les équipes qui vont jouer le mondial. Et Antoine Bell pour la suite. Là, les Algériens n'ont pas joué alors qu'ils jouaient sur le même terrain que les Ivoiriens, qui eux ne se sont jamais plaints. Aujourd'hui, on a vu, ils étaient dos au mur et je pense qu'il était difficile pour l'Algérie de renverser la situation. Quand on vient en se trompant d'approche psychologique du match, vous ne pouvez pas vous retourner. Donc Belmadi, qui avait trouvé des excuses à ses joueurs, n'était pas en mesure maintenant d'être celui qui va leur dire « vous ne bougez pas assez, vous ne courez pas assez ». Non, Mahrez a forcément sombré avec son équipe. Mahrez est un joueur qui a été éduqué au combat. On le voit en Angleterre. Donc Mahrez, dans les 2 premiers matchs, a essayé de trouver du rythme dans une équipe qui pratiquement ne voulait pas jouer. Et donc, finalement, aujourd'hui, Mahrez a sombré avec les autres au point de manquer un pénalty, même en prenant le gardien à contre-pied. La CAN ne fait que commencer. 72 matchs disputés déjà, pour 67 buts marqués, dont 15 dans la seule poule C. La plus faible des poules est la poule B, avec seulement 8 buts marqués. Le meilleur chasseur est un lion, Vincent Boubacar, avec 5 buts à son compteur, égalant le record au passage de son compatriote Samuel Eto'o. Les polémiques constatées lors de ce premier tour, l'on retiendra ce match Mali-Tunisie, qui aura connu 4 mi-temps par la seule volonté du Zambien Sikizoué. Autre polémique, l'hymne de la Mauritanie n'a pu être exécuté lors de l'entrée en scène de cette équipe, grosse bourde de la part des organisateurs. La vidéo poserait-elle déjà problème en Afrique? Au thème de ce premier tour, nos arbitres interprètent mal la vidéo à leur proposée. Au marché, pour parler un peu d'économie dans cette CAN, les maillots des Lions Indomptables battent les records de vente. Depuis hier, l'orange, le maillot des éléphants, manquerait sur le dit marché. La CAN du Cameroun marche bien sur cet aspect économique. La preuve, au village des éléphants, je ne ferai pas de publicité, la Valpierre, ce vin très prisé sur les baoulés, coûtant 1500 voire 2000 francs par endroit en Côte d'Ivoire, ici à Douala, au village des éléphants, cette Valpierre-là s'élève à 8000 francs. Le placali, l'APF, la tiéké au poisson fumé, le guaguassou, le gumbré, ces mets s'élèvent ici à 3500 francs. Le poisson braisé à l'ivoirienne, 6 000 francs. Premier bilan du premier tour de la CAN 2021 au Cameroun, collaboration technique Soro Draman et Tiemia Nestor, avec la collaboration rédactionnelle de Koulibaly Sendou, cette rédaction tenue de main de maître par Konaté Idriss, mise en page et présentation Rach Nguessan Kwasi. À vous, Abidjan. Voilà, merci beaucoup, Rach Nguessan Kwasi. On l'a bien compris, vous mangez bien là-bas. Attendons-nous sur les équipes. Que pouvez-vous nous dire de la désillusion du Ghana et surtout de l'Algérie? Algérie, parce qu'avant le coup d'envoi, c'était le grandissime favori, peut-être avec le Sénégal. Le Ghana d'abord, Serge. Eh bien, il faut noter que le Ghana a connu quand même des perturbations au niveau de l'encadrement technique. Parce que le Ghana, dans les éliminatoires, avait comme entraîneur un régional de l'étape, ça veut dire un joueur ghanéen, Charles Akonor, qui avait l'équipe en main. Et au plein éliminatoire, avec les résultats qui n'étaient pas bons, eh bien, ils ont appelé leur sorcier blanc qui les avait amenés en Coupe du Monde 2010 jusqu'au quart de finale, jusqu'au 8e de finale, Milovan Rajevac, le Serbe. Eh bien, Milovan a recadré les choses et les a amenés à pouvoir se qualifier. Mais par la suite, ce Ghana-là, eh bien, on avait déjà un signe annonciateur, puisque le match amical des Fennecs, le seul qu'ils ont joué avant le début de la CAN, c'était face au Black Star. Les Fennecs s'étaient imposés 3-0, pendant que beaucoup de nations n'avaient pas pu jouer les matchs amicaux à cause d'un problème de Covid. Alors,
cette équipe du Ghana était sans relief. On sait que la colonne vertébrale de cette équipe a été champion du monde 2016 avec les Kwadwo Asamoah, Emmanuel Aguemian Badou, Asamoah Gyan et autres, avec les fils Abedi. Mais depuis, cette équipe a vieilli et il n'y a plus ce créateur en milieu. Quand nous avons vu le premier match des Ghanéens, quand le premier match des Ghanéens, on a vu qu'il n'y avait pas de créativité. Alors, malgré l'apport de Rajovan, c'est vrai que le fils Abedi a marqué, mais ce Ghana-là n'était pas vraiment bien articulé. Et donc, ils sont sortis, puisque quand on a vu les éliminatoires aussi, difficilement ils se sont imposés face à une Afrique du Sud pour les mondiales, les éliminatoires du monde. Donc, pour nous, il n'y a pas eu un renouvellement de jeunes pousses avec cette équipe du Ghana, et sans relief, ce Ghana-là a chuté. La question que beaucoup se posent avant d'en arriver à Mourou, c'est que par le passé, le Ghana était vraiment l'une des places fortes du football africain, appelé par moments les Brésiliens d'Afrique. Pourquoi les autres pays arrivent à se renouveler et pas le Ghana? Parce que la simple bonne raison qu'aujourd'hui, ils continuent avec les mêmes joueurs. Regardez, vous avez Amarté comme défenseur. Est-ce que là-bas, il n'y a pas de centre de formation? Il y a des comme centres dans de les formation, autres pays? il y a des centres de formation, mais je pense qu'il n'y a pas ce renouvellement de joueurs. On se base toujours sur les mêmes joueurs qui ont pratiquement joué la Coupe du Monde 2010. Alors, il n'y a pas un renouvellement des cadres. Quand vous regardez, Baba Rahman était le même, Penstil est toujours là, Amarté est là, Thomas Partey. Le vrai problème du Ghana, le vrai problème, remarquez que celui qui doit être le leader technique des Ghanéens, Thomas Partey, n'est pas créatif. Il est très, très dans l'impact physique. Il n'a pas de génie créatif pour apporter le tempo technique au Ghana. Donc le problème du Ghana, c'est que le leader technique qui doit donner le tempo est très physique. Alors le Ghana nous habitue à des pieds gauches avec des joueurs très créatifs et guerriers. Aujourd'hui, c'est un Ghana sans relief. Quand vous voyez les Ghanéens jouer, ça ne vous rappelle plus rien. À l'époque, il y a 10 ans, oui, mais aujourd'hui, ce Ghana est sans relief. Il n'y a pas de créativité, il n'y a pas celui qui apporte cette étincelle de génie. Et donc, on ne reconnaît que le Ghana par la couleur du maillot, mais pas par le jeu. Et du beau maillot surtout. En tout cas, en termes de maillot, ils ont des beaux maillots. Oui. Alors, Mourou, avez-vous sur cette équipe du Ghana, tantôt c'est avec les frères Ayou, tantôt c'est sans les frères Ayou, mais le résultat est toujours le même. Le Ghana plonge toujours. Oui, je dirais qu'il y a un manque du renouvellement de l'effectif. C'est toujours les mêmes joueurs qui sont là. On ne cherche pas d'autres pouvant apporter une certaine innovation technique dans le jeu. Et lorsque vous avez les frères Yehou qui font pratiquement 10 ans, qui sont souvent même conseillers imposés par leur papa au président de la République, qui demande à l'entraîneur de les faire jouer, il y a certains autres joueurs qui sont frustrés et qui n'osent pas venir parce qu'ils se disent qu'en perdant le match, ils seront indexés et ceci va poser problème. Je crois même que c'est ce qui a poussé Asamoah Gyan à aller très très vite à la retraite. Et il n'était pas content de beaucoup de choses. Et donc ce Ghana-là, vous l'avez dit, il y a beaucoup de centres de formation, il y a beaucoup de Ghanéens dans la diaspora qui jouent au ballon, mais certains refusent même de venir avec la présence de ces deux. Et on ne veut pas leur faire confiance. Et vous voyez même que quand vous prenez la configuration du groupe C, le groupe dans lequel le Ghana était, aucune victoire. Un seul point, ils sont éliminés. Et par qui? Les Comores qui battent le Nigeria, le Ghana, j'avoue que vraiment, c'est difficile. Si rapidement, on ne renouvelle pas l'effectif qui est là, certes, on dirait qu'ils ne sont pas vieux, mais il y a longtemps qu'ils jouent, ils commencent à perdre cette envie de gagner, et ce n'est pas ça le Ghana. Il faut chercher des créateurs. Le Ghana en manque beaucoup. On parle alors de l'Algérie, le champion d'Afrique en titre, qui lui également a rendu pour le professeur que vous êtes, Mourou, une copie très pâle. Oui, une copie très pâle parce qu'il faut comprendre aussi que là-bas, remporter 2 fois de manière successive la CAN est très très difficile. L'Algérie est venue avec ses mêmes joueurs. Vous avez Islam Slimani, vous avez Bagdad Bounedia, vous avez Mahrez. Les autres pays ont pris à connaître le jeu de ces joueurs-là. Et ce qu'on ne dit pas, ils viennent jouer sous une température un peu plus élevée. Déjà, à Douala, à Japoma, il faisait au moins 34 degrés, 71% d'humidité. Les Algériens se sont entraînés au Qatar. Ce n'est pas la même température à Douala. Donc, ça a été aussi quelque chose de défavorable. Et qui plus, vous avez le stade Japoma. On a beau le dire, vous voyez la chute spectaculaire que fait Badara Ali. Ce n'est pas sa faute. Son pied est pris dans ce gazon-là. Et avant le match contre cette équipe d'Israël Lyon, on a dû passer une couche de peinture verte sur la pelouse. Ce n'est pas une pelouse qui est en bon état.
Or, les Algériens sont réputés pouvoir maîtriser la balle, dominer l'adversaire, ce qu'ils n'ont pas réussi à faire. Donc, quand vous voyez tout cela, il était très, très difficile à l'Algérie de pouvoir maintenir. Donc, vous avez vu, ils ont marqué un seul but, c'est face à la Côte d'Ivoire, où ils étaient pratiquement à la déroute. Et ils ont marqué un but pour sauver. J'avoue que pour un champion en titre, c'est vraiment maigre. Et on n'a fait que les accompagner vers l'Algérie, leur pays. Serge, l'Algérie? Mais moi, je pense que le vrai problème de l'Algérie, surtout de Djamel Belmadi, c'est la pression de l'invincibilité. Tout le monde a parlé de cette invincibilité des Algériens depuis le titre obtenu en 2019. Depuis ce titre, 34 matchs ont été disputés sans défaite. Alors, il y avait cette pression. Quand vous parlez de cette invincibilité, tous les médias étrangers parlaient de l'invincibilité de la grosse machine algérienne. Donc, je pense que Djamel Belmadi n'a pas su gérer la pression de cette invincibilité. Ça, c'est un. Et deuxièmement, comme le disait Mourou tout à l'heure, le premier match algérien s'est joué sous une chaleur caniculaire. Or, on sait que la plupart des binationaux algériens ont la plupart évolué, ont grandi en Europe et tout. Ça a été préjudiciable. C'est vrai, il faisait, comme il le dit, Mourou, 71% d'humidité avec 34 degrés pour un match, premier match face à la Sierra Leone. Les Sierra Leonais, pour eux, c'était pas facile, c'était pas difficile de pouvoir gérer. Mais face à une pelouse difficile, avec une température ambiante difficile, chaleur caniculaire, ça a été un handicap pour l'Algérie. Maintenant, cette pression de l'invincibilité, eh bien, elle a un peu mélangé les plans de Djamel Belmadi. Il faut le regarder lors du premier match, il était complètement sans maîtrise. Vous le voyez gesticuler, il était... Alors, quand un entraîneur n'a pas la maîtrise de soi, quand l'entraîneur ne peut pas donner la voie à suivre, ça a un impact sur le rendement collectif de l'Algérie. Je pense que c'est dès le premier match qu'ils n'ont pas bien géré cette situation, avec la température, avec la mauvaise qualité du terrain, puisque vous savez que la plupart des joueurs algériens, normalement les Maghrébins, ont cette base tactique collective en sachant bien garder le ballon. Donc, ça a été un handicap. Mais je veux dire, ça n'enlève en rien le mérite de Sierra Leonais qui se sont arc-boutés, qui ont été accrocheurs, qui ont compris que le milieu du terrain, il fallait l'étouffer. Et donc, ceux qui devaient crier et faire la différence côté Fennec en milieu de terrain n'ont pas été à la hauteur. Je vais parler d'Ismaël Benasser, le milieu de terrain du Milan AC. Je vais parler de Ben Deka, qui était le deuxième milieu de terrain. Et donc, ça n'a pas pu, ils n'ont pas pu avoir un impact sur des Sierra Leonais qui ont densifié le milieu avec un 3-5-2. Et ça n'a pas empêché, ça a empêché l'équipe d'Algérie de pouvoir développer. Et donc, dès l'instant où ils n'avaient pas de repères, il y avait une chaleur, ils étaient étouffés par un adversaire qui jouait pratiquement sa finale. Ça a amené l'Algérie à complètement déjouer, à ne pas résoudre ce problème tactique posé par des Sierra Leonais revanchards. Et donc, dès que l'entame avec ce premier match n'a pas été bonne, ça a suivi Djamel Belmadi qui, eh bien, visiblement ne supportait pas ce premier échec. Par la suite, ils n'ont pas pu se retrouver. Et donc, voilà un peu le constat amer des Fennecs. Et comme on le dit, cette Coupe d'Afrique est difficile. Quand vous la remportez une fois avant, eh bien, ce n'est pas évident pour vous de pouvoir reprendre encore de l'envol pour pouvoir réaliser les mêmes résultats. C'est le constat. Alors, toujours au niveau de cette Algérie, est-ce qu'on peut parler de... Parce que avant la compétition, les journalistes européens qui connaissent plus que nous le football africain annonçaient l'Algérie vraiment hyper favori avec son invincibilité. Vous l'avez souligné. Est-ce que l'Algérie n'est pas quelque part venue avec un petit complexe de supériorité avant de se heurter à la réalité africaine? Il faut dire que les journalistes dont vous parlez, qui connaissent mieux le football africain, entre guillemets, bien sûr que nous, ils ont monté très très haut les enchères. Donc les Algériens, dans leur ensemble, que ce soit les supporters, que ce soit même le président Abdelmajid Tebboune, tout le monde pensait que l'Algérie venait pour prendre ce trophée-là. Les citoyens lambda ne voyaient même pas une équipe au sud du Sahara qui pouvait contrarier cette équipe d'Algérie. Donc, nous en convenons avec vous, il y avait un complexe de supériorité et cela se sentait dans le jeu, dans la possession de balle, dans la manière de dribbler, parce qu'ils ont toujours pensé que devant eux, ils n'avaient que des mauviettes qui allaient se laisser émouvoir par les jeux de corps. Et les joueurs sont venus, ils ont visionné maintes et maintes fois le jeu algérien, ils ont compris que si vous prenez, si vous marquez Mahrez, si vous marquez Bounedjah, Bagdad Bounedjah, c'est sûr et certain que vous avez le gain du match. Et c'est ce qui a été fait. Les joueurs algériens ont été marqués à la culotte. Face à la Côte d'Ivoire, on a vu qu'ils avaient voulu provoquer les joueurs à la faute pour pouvoir les prendre à défaut, ou bien même faire expulser un ou deux joueurs et puis jouer contre une équipe affaiblie. Mais les joueurs ont tenu mentalement. Le problème
Il en était là. Donc, il y avait ce complexe de supériorité qui a fini par avoir raison même de cette équipe algérienne. L'équipe algérienne qui devait s'imposer hier face à la Côte d'Ivoire, mais patatras, ils sont tombés, Serge, sur une équipe ivoirienne transcendée. Eh bien, moi, je pense objectivement que c'est le match le plus abouti de Patrice Baumel pour cette sélection ivoirienne. Parce que je pense qu'il y a eu des balbutiements lors des rencontres précédentes. Il y a eu des mauvais changements qui ont été effectués par Baumel. Je pense qu'il a tiré les leçons de ces balbutiements tactiques. La Côte d'Ivoire a gagné le premier match, pas avec la manière. Il faut avoir l'objectivité de le dire, 1-0 face à la Guinée équatoriale. Le deuxième match, eh bien, c'était parti pour être un match plein, avec des occasions énormes manquées par la Côte d'Ivoire, des pénaltys ratés. Et voilà, dans les dernières minutes, on a ce qu'on appelle la gestion du money time. À 30 secondes de la fin, comment une équipe ne peut pas gérer un résultat? Ça a quand même eu un impact. Et je pense que depuis ces deux matchs précédents, il a tiré les leçons. Tactiquement, ce qu'il a compris, c'est qu'il fallait boucher les côtés algériens. Youssef Attal, le joueur de Nice, côté latéral droite, comme Rami Ben Sebaini, le joueur de Francfort, côté gauche. C'était donc ces latéraux pistons qui devaient être bloqués face à Marez et l'autre côté pour les... Donc, ils ont compris qu'il fallait bloquer les côtés. En bloquant les couloirs, eh bien, ça empêchait donc ces dédoublements. Et surtout, le milieu de terrain ivoirien a été très bon avec le ramassage de Sangaré Badra et surtout la grosse trouvaille, la grosse satisfaction des éléphants, c'est Seri Jean-Michel. Remarquez que sur tous les 3 matchs, c'est l'Ivoirien qui a été transcendant, qui a été le meilleur des Ivoiriens. Personne ne le voyait être aussi transcendant avec les salles excellents. Depuis le premier match jusqu'au deuxième et troisième, c'est le véritable poumon du milieu de terrain qui s'est illustré de fort belle manière avec le ratissage, avec la vision de jeu, avec la justesse technique, permettant à la Côte d'Ivoire d'avoir le tempo à milieu. Et donc, je pense que ces éléments-là ont fait la différence pour pouvoir bien, se sublimer et battre l'Algérie, car tactiquement, la Côte d'Ivoire avait compris comment contrer les Fennecs. Et bien, par la suite, la vivacité gestuelle de nos joueurs de piston devant a fait la différence avec Pépé, avec autres. Donc, je pense que tactiquement, Djamel Belmadi a été bouclé par un excellent Patrice Baumel pour la première fois. Justement, on va l'entendre, le sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire, Patrice Baumel, qui fait pratiquement le bilan de ce premier tour. Il s'attarde également sur la rencontre d'hier. Beaucoup de satisfaction, je dirais. Sur les 3 matchs, on a senti qu'on montait en puissance, on progressait. Donc je suis très satisfait et vraiment félicitations à tous les garçons. On y a mis de la manière face à un adversaire redoutable. Comme je vous ai dit, il y a eu l'efficacité, la manière, mais les Fennecs, il ne fallait pas les laisser se réveiller. C'est toujours un adversaire redoutable, donc vraiment une grande satisfaction dans beaucoup de domaines. Sans le ballon, avec le ballon, dans l'animation. Après, je pense que le but qu'on prend, ça montre encore notre fragilité dans la concentration. Même si le coup est bien joué, c'est travaillé, c'est un coup de pied arrêté, mais ça montre notre fragilité. Et sur les 5-10 minutes qu'on suivit, si on avait pris un but, c'était 3-2 et c'était peut-être pas le même match. Mais on a su réagir, on a su continuer d'aller de l'avant plutôt que de se dire on a peur, on va défendre. Donc je sens qu'il y a une âme dans cette équipe qui est en train de grossir. Et au-delà du talent, je dirais qu'on a vu un talent collectif, bien sûr avec des individualités, mais on a vu une réelle équipe de Côte d'Ivoire et je suis vraiment satisfait de ça. On en a également parlé, il s'agit du sélectionneur des Fennecs d'Algérie. Il a vraiment pris cette Coupe d'Afrique des Nations par le mauvais bout parce que déjà en conférence de presse, il s'était disputé avec un journaliste ivoirien, le traitant de ne pas être météorologue et tout. Et écoutez sa réaction au terme de l'élimination de l'Algérie. Difficile de faire une analyse rationnelle. Tout de suite après une aussi grande déception, on avait à cœur sur ce match-là et de rattraper un petit peu qu'on est pris dans cette compète et qu'elle commence aujourd'hui, chose qu'on n'a pas pu faire. À partir du moment où, depuis le début du tournoi, on ne concrétise pas nos occasions, le doute peut-être s'est installé. Les situations ça a été toujours là, aujourd'hui un peu moins, contre la Côte d'Ivoire. Jamais pu marquer, même les pénaltys, on a du mal à les marquer. Donc, on ne s'est pas montré à la hauteur de la compétition, tout simplement. Morou, on dirait en psychologie que Djamel Belmadi a communiqué à ses joueurs son manque de sérénité. Effectivement, il a communiqué son manque de sérénité à ses joueurs. Il a voulu, dans un dernier round, un dernier sursaut, il a dit, par exemple, je le cite, tant que
j'ai la vie. Tant que je suis en vie, il y a toujours de l'espoir. Mais ça n'a pas marché. Et ils ont compris qu'il y avait trop d'handicaps pouvant permettre à cette équipe algérienne de pouvoir battre la Côte d'Ivoire. Et surtout que la Côte d'Ivoire sortait des matchs poussifs où tous les joueurs ont été pratiquement laminés, ont été décriés. Il appartenait à ces joueurs-là de se relever de cet affront face à la Sierra Leone. Et qui plus, vous avez vu par exemple lors de ce match face à l'Algérie, on a vu un joueur comme Kessié qui a été transcendant. On a vu un joueur comme Sangaré Ibrahim qui a, en milieu de terrain avec Kessié, Jean-Michel Seri, ont donné le meilleur d'eux-mêmes. En défense, vous avez Delis Simon qui a résisté à la provocation, qui en faisait aussi. C'est-à-dire que toute l'équipe était pratiquement formée un bloc et ils ont réussi à rétablir, je crois, si je peux le dire, la parité. Pas seulement la parité, ils ont réussi à confondre ces Algériens et surtout leur entraîneur qui pensait pouvoir avoir une victoire psychologique sur la Côte d'Ivoire, une victoire sur le terrain et éventuellement se qualifier pour le deuxième tour. C'était peine perdue. Comme son équipe, Serge, Djamel Belmadi, avant cette CAN, était présenté comme le super entraîneur, le super tacticien, le super motivateur, mais là, on n'a pas reconnu. Mais il s'est raté. Enfin, honnête pour le dire, il s'est raté. L'Algérie, l'entame de la compétition a été ratée par l'Algérie, et donc ça a suivi cette équipe durant le reste des matchs. Il faut dire que Djamel est quand même un jeune entraîneur. Il a eu la chance du néophyte en gagnant en 2019 avec l'Algérie, avec une génération auquel on ne s'attendait pas. Il faut le reconnaître. C'est vrai, il a réussi à gagner en 2019. Où ? Au Maghreb. N'oublions pas de rappeler. On a joué en Égypte, au Maghreb, avec des terrains aussi qui étaient de meilleure qualité que ceux que nous voyons au Cameroun. Il faut être honnête. Avec des conditions climatiques avec des conditions climatiques identiques. Identiques. Voilà. Donc quand vous jouez, l'Algérie joue en Égypte, c'est comme à la maison. Avec une qualité de pelouse, avec un environnement qui est comme à la maison. Donc tout ça, mis dans l'autre, ont aidé cette Algérie à se sublimer, à pouvoir faire la différence. N'oublions pas de rappeler que contre la Côte d'Ivoire, c'est le match le plus accroché que l'Algérie a eu. Parce qu'avant cela, aucune équipe n'avait résisté à l'Algérie. C'est la Côte d'Ivoire qui a fait douter Djamel Belmadi avec un match accroché qui semblait être le match le plus abouti aussi de la Côte d'Ivoire durant cette CAN, puisque le Mali nous avait baladé même si on avait gagné. Et donc je pense que Djamel a pris la température face à la Côte d'Ivoire. Et quand ils ont pu se qualifier face à la Côte d'Ivoire, la confiance encore a augmenté. Et c'est là que, il a utilisé le génie créatif de Mahrez qui était tout feu, tout flamme. Ajouté à cela des joueurs comme Bagnan Bougenel, l'attaquant du Qatar, et Sofiane Fegouli, le milieu de terrain de Galatasaray. Vous voyez? Donc, quand on s'est retrouvé dans un cocon familial comme en Égypte, avec la bonne température, en éliminant une équipe comme la Côte d'Ivoire, la confiance est montée d'un cran et l'Algérie s'est transcendée. Elle est devenue cette équipe compétitive qui était cette machine de guerre pour pouvoir arriver au terme de cela. Donc, c'est là qu'ils ont obtenu leur deuxième titre. Mais je veux dire, au Cameroun, c'est l'Afrique centrale. La chaleur, les terrains, l'humidité, c'est complètement un environnement différent. Ce n'est pas une excuse, mais je veux dire, une équipe comme le Nigeria, qui est frontalier, peut bien être à l'aise. Une équipe comme le Gabon, qui est frontalier, peut être bien à l'aise. La Guinée équatoriale. Mais une équipe du Maghreb qui se déplace là, c'est difficile pour elle de pouvoir, même si il faut maîtriser l'environnement 6 mois avant, c'est vrai, mais je pense que l'Algérie a été quelque peu victime un peu de cela. Mais la pression du jeune entraîneur avec cette invincibilité dont on parlait un peu tout, a quand même été un impact négatif sur Djamel Belmadi qui n'a pas pu maîtriser ses nerfs. Je suis toujours en compagnie en plateau de Morouk Bané et de Serge Dakouri. Après le complexe sportif du Terminus 47 et l'espace Mondialito bloc célibataire à Yopougon, c'était au tour de la cité Sosefia d'Abobo de recevoir la caravane de Radio Côte d'Ivoire et son sponsor NBCI, les nouvelles brasseries de Côte d'Ivoire, à travers son concept Cannes Festival. Pour cet autre rendez-vous, pour le match Côte d'Ivoire-Algérie, la génitrice des radios en Côte d'Ivoire, Radio Côte d'Ivoire, qui entendait faire les choses en grand, n'a pas lésiné sur les moyens. Le contenu est resté le même. Jeu avec les amoureux du ballon rond, projection du match Côte d'Ivoire-Algérie sur écran géant et prestation d'artistes en vogue du moment. À 1h30 du coup d'envoi, les supporters gonflés à bloc étaient confiants. La bande à Patrice Baumel allait finir en beauté le premier tour. La réaction de quelques-uns.
Je m'appelle Osoa Mireille. Vraiment, la Côte d'Ivoire là. Et ils n'encouragent pas, mais c'est facile là. Je veux que la Côte d'Ivoire s'en sorte. Non, je n'ai pas peur, je garde la foi. Mais la Côte d'Ivoire va gagner 3-0. Non, Poussi, la jeune joueur. Le match est déjà gagné. Il n'y a pas de pression. Hein. Je suis très début à 0, c'est fini. Le niveau est très bon. Je pense qu'on va arriver loin. C'est le football, hein. Tout est possible. De la même manière, je pense qu'on va faire un miracle. Tu puisses prendre la coupe et envoyer la coupe en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire-Algérie, c'est un bon match. Bon, la Côte d'Ivoire va gagner le match. C'est normal, hein, c'est une compétition. La Côte d'Ivoire aussi doit montrer que c'est une grande fédération de football. Pour que la Côte d'Ivoire aussi gagne aussi pour s'imposer, pour montrer aussi à toutes les nations africaines qu'elle est là, elle est présente dans cette CAN. Donc c'est pour cela que je pense bien que la Côte d'Ivoire a gagné ce match. Au terme de la rencontre, donc, la Côte d'Ivoire s'impose 3-1. Les réactions des Aboubolais au terme de cette opposition. En tout cas, ce qui fait des bons joueurs, ils ont mouillé le maillot et c'est une revanche qu'ils ont pris. Malgré le caprice de l'arbitre, c'est seulement les joueurs qui ont prouvé aux Algériens qu'ils ne sont pas les seuls en Afrique. Kevin, il a frappé, c'est très méchant. On les a fracassés. C'est inimaginable, vraiment, c'est excellent. Qu'ils ont montré, ils ont prouvé qu'ils étaient très forts. Ils ont limé correctement. Vous voyez, non? J'ai pris la victoire de la Côte d'Ivoire. Mais cette victoire-là, c'est pour la réconciliation nationale. Et je veux que Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo, ils partent à Yopougon pour manger ensemble. Puis le gars, ce sont les voix en direct. Et puis après ça, encore là, Alassane Gbagbo vont venir à Bobo, à la gare, ils vont manger ensemble. Vous dites cette réconciliation-là. Pas à Bobo la guerre, c'est à Bobo la paix. C'est d'ici tout a commencé. Donc c'est d'ici la paix doit finir. Voilà. C'est ça, période de football, période de CAN, période de réconciliation en Côte d'Ivoire. Ce n'est un secret pour personne. L'Algérie et l'équipe, l'autre équipe s'en sont allés. Et le Ghana, il reste encore le Nigeria, l'Égypte, le Cameroun, le Maroc, le Sénégal. Qui faut-il craindre? L'équipe qui fait la meilleure impression au bout des 3 matchs, c'est incontestablement les Super Eagles du Nigeria. Remarquez que lors du premier tour, le Nigeria de Auguste Sénégal va en Ligue 3 victoires, 3 victoires en 3 matchs, 6 buts marqués, un seul but encaissé. C'est un solide Super Eagle que nous avons vu. Et c'est la seule équipe qui a réussi la passe de 3. Donc déjà, pour nous, avec la prestation que nous avons vue, le Nigeria semble être l'équipe pour le moment, qui fait la meilleure impression au bout de ces phases de poule. Maintenant, comme on le dit, il y a d'autres nations qui sont des cadors qui continuent l'aventure, tel le Maroc de Vaïd Ali Dozi, qui pratiquement a battu le Ghana, avance 2-0 face aux Comores. Il y a aussi le pays hôte, le Cameroun. N'oublions pas de le rappeler. C'est pas un Cameroun resplendissant, flamboyant dans le jeu, mais c'est un Cameroun qui est dans la dépendance Vincent Aboubakar. Oui, puisque ce monsieur, ancien buteur de Porto, aujourd'hui du côté de l'Arabie Saoudite, à Al-Nassr, 5 buts marqués, égalant le record de Samuel Eto'o. Donc je veux dire qu'avec Vincent Aboubakar et le Cameroun, pays hôte, poussé par le public, ce sont 2 nations fortes qui peuvent aller dans le dernier carré. Qui faut-il craindre, Morou? Oui, je dirais qu'il y a certains pays qui avancent masqués. Le Sénégal, par exemple, qui n'a pas montré grand-chose au premier tour, mais dont il faut se méfier. Et surtout, Serge l'a dit, il y a le Nigeria, qui est l'ogre de la compétition. 3 matchs de poule, 3 victoires, c'est pas donné. Et ensuite, vous avez le pays hôte, qui a pour lui le public. Et souvent, on ne le dit pas assez, qui a pour lui aussi... L'arbitrage, ça, il ne faut pas se voiler la face. Et ce sera certainement le 6e homme qui va pousser le Cameroun à la victoire. Merci beaucoup. Mercredi, la Côte d'Ivoire jouera son 8e de finale dans un choc face à l'Égypte. C'était l'émission spéciale bilan du premier tour avec Morou Gbané, Serge Dakouri, la participation de Rach Nguessan Kwasi. Au niveau de la réalisation, il y avait Adou Kwame, il y avait également Inoussa Dambélé et bien sûr Franck Nguessan. La technique était assurée par Yeo Dogafolo. Restez sur la génitrice des radios ici en Côte d'Ivoire. Excellent week-end à tous. Au revoir. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.